Allô. Oui, bonjour à tous. Donc, avant de parler du local, je vais parler aussi du mondial, du marché du rosé au niveau mondial, au niveau du Val-de-Loire, et puis on va se concentrer ensuite sur la Touraine. Voilà. Donc, quelques chiffres pour mettre en perspective la consommation mondiale de vin rosé. Donc, j'ai repris des chiffres qui ont été publiés cette année par l'Observatoire mondial du rosé, qui a été créé en 2002. Donc, la consommation mondiale de vin rosé progresse depuis 2002. On atteint aujourd'hui 23,6 millions d'hectolitres consommés dans le monde. Et ça représente environ 10,5% de la consommation totale des vins tranquilles. Donc un marché dynamique qui progresse environ de 1% par an, et un marché dynamique porté principalement par l'Europe occidentale et les USA, la France en tête, puisque la France consomme 35% du volume mondial de vin rosé, suivi par les USA 15%. Pardon. Ça marche. Ouais. Voilà, les USA également un gros consommateur de vin rosé, puis l'Allemagne 10% des volumes consommés. Donc la France en tête, même si le volume de vin rosé consommé par an et par habitant pour les Français a tendance à diminuer. On est environ autour de 15 litres de vin rosé consommé par habitant et par an pour les Français, 1 litre pour les États-Unis et 2,4 litres pour les Allemands. Donc en France, en 2019, 8 139 000 hectolitres de rosé étaient consommés. Donc c'est une consommation en baisse en 2019, mais qui reste nettement supérieure aux consommations des autres pays. Et ça représente un quart des volumes de vin tranquille consommés. Si on fait un focus sur la France, quels sont les critères d'achat des vins rosés pour le consommateur français? Donc là, j'ai repris une étude qui a été publiée par Interloire en mars 2020. Et le consommateur français s'attache à 4 critères principaux qui va le guider dans ses choix de consommation. Donc, le premier critère, c'est la connaissance du vin. Un vin que le consommateur donc, a déjà bu et qu'il a apprécié. Ça, c'est le premier critère qui va le guider dans son choix. Le deuxième critère, c'est la région de production, sa provenance. Le troisième critère, c'est le prix. Et le dernier critère, c'est le nom d'une AOP ou d'une IGP. Et toujours d'après cette étude, il y a cependant des différences significatives sur les critères d'achat selon les tranches d'âge. Par exemple, pour les plus de 55 ans, la connaissance du vin, la région de production, le nom de l'AOP et le cépage sont des critères importants. À l'inverse, le design, par exemple, le design de l'étiquette n'est pas vraiment important pour cette catégorie de consommateurs. Alors que pour les moins de 34 ans, ils sont vraiment sensibles à la région de production, au nom de l'AOP, au cépage, mais ils sont plus attentifs au design et à l'esthétique des étiquettes. Là, je vous ai mis un petit panel des designs de bouteilles en vin rosé. Il y a beaucoup de créativité pour les vins rosés sur le design. Voilà, c'est une petite illustration. Alors, un sujet intéressant aussi, c'est le critère du millésime. Il y a le Conseil interprofessionnel des vins de Provence a missionné un cabinet d'études, Wine Intelligence, pour connaître l'importance du critère du millésime dans le critère de choix des consommateurs des rosés provençaux. Donc ça me semble intéressant de vous restituer ça. J'ai lu cet article dans Rayon Boisson, très spécialisé sur les boissons. Donc, les résultats, c'est que le critère du millésime est l'un des critères les moins importants dans le choix d'un rosé de Provence. Les consommateurs les plus âgés, en revanche, sont plus sensibles à ce critère, et les jeunes et les femmes le sont beaucoup moins.
Donc je trouve que ça casse un peu comment dire, les idées reçues sur le critère du millésime, où c'est important pour les professionnels, mais ça l'est moins pour le consommateur. En effet, 46% des consommateurs français de l'étude n'ont pas de préférence entre un vin du dernier ou de l'avant-dernier millésime. Et même 42% des répondants préfèrent acheter un vin de l'avant-dernier millésime. Et seuls 12% des répondants ont une préférence pour le dernier millésime. Donc, suite à la publication de cette étude, il y a certains opérateurs provençaux qui ont décidé de s'affranchir un peu de ce carcan du millésime et qui ont décidé de ne pas afficher le millésime sur leur rosé. Donc voilà, je trouvais que c'était une initiative intéressante. En fait, ça peut être aussi un levier pour réguler l'offre et le marché. Et ça serait intéressant aussi de faire la même étude sur les blancs en Touraine pour voir si ce critère-là est un vrai critère de choix. Alors, on se rapproche de chez nous, du Val-de-Loire. Donc, qui consomme les rosés du Val-de-Loire? Aujourd'hui, pardon, je fais la même erreur à chaque fois. Près de 3,9 millions de ménages français ont acheté au moins une fois dans l'année un vin rosé du Val-de-Loire pour le consommer à domicile. Donc, on est un peu derrière les rosés de Provence, c'est pas surprenant, mais on est devant les vins rosés de la vallée du Rhône. Et les consommateurs de vins rosés du Val-de-Loire sont plus jeunes et plus féminins que la moyenne. Et sans surprise aussi, les rosés du Val-de-Loire les plus consommés sont les rosés tendres pour 4 consommateurs sur 10. Donc en tête, le rosé d'Anjou, le cabernet d'Anjou, suivi ensuite par un rosé sec, donc le rosé de Loire. Et la Touraine, on est au milieu avec 12%. Toujours sur les vins rosés du Val-de-Loire, comment sont perçus les vins rosés du Val-de-Loire? Ils sont jugés sucrés par les consommateurs français. Et quand on leur pose la question de noter le caractère sucré des vins rosés sur une échelle de 1 à 10, donc sans surprise, le cabernet d'Anjou et le rosé d'Anjou ont une note proche de 7, donc ils sont perçus assez sucrés, c'est ce qu'ils sont. Et le Touraine rosé, paradoxalement, n'est pas très loin derrière, puisqu'il est noté 6,5 sur 10. Donc pourtant, le Touraine rosé, ça fait partie de la gamme des rosés secs, mais il est perçu comme un peu sucré. Un résultat intéressant aussi, en moyenne, un consommateur de rosé sur 10 ne sait pas si les vins du Val-de-Loire sont des vins sucrés ou pas. Donc il y a une méconnaissance sur les caractéristiques des vins rosés du Val-de-Loire, mais toutefois, ça n'empêche pas que le consommateur perçoive les vins rosés du Val-de-Loire comme des vins de qualité. Et enfin, on va faire un focus sur le Touraine rosé. Donc, les consommateurs de Touraine rosé sont plutôt des hommes âgés entre 35 et 54 ans qui résident proche de la zone de production, ou dans la zone de production. Et l'étude qui a été menée donc, par l'ODG en 2017 démontre aussi qu'il y a une confusion dans l'esprit du consommateur, puisque 36% des répondants ne font pas la différence entre un rosé de Loire et un Touraine rosé, de rosé sec. Mais un peu plus inquiétant, 18% ne font pas de différence entre un cabernet d'Anjou, rosé tendre, et un Touraine rosé, rosé sec. Et enfin, dans l'étude, il a été mis en parallèle, il a été demandé aux consommateurs de décrire le vin idéal, le vin rosé idéal. Et ensuite, les a interrogés sur leur perception du profil Touraine rosé. Donc, le rosé idéal pour le consommateur, c'est un vin rafraîchissant, fin et délicat, facile à boire et fruité, et de préférence de couleur rose pâle ou saumonée. Ils ne veulent pas de vin acide ou de couleur foncée.
Et pour les connaisseurs de Touraine rosé, ils perçoivent le Touraine rosé comme un vin rafraîchissant, facile à boire, fruité, sec, fin et délicat, de couleur rose pâle ou saumonée. Et sur le critère de l'acidité, les avis sont partagés. Donc, les Touraine rosés sont proches finalement du profil idéal, à l'exception de l'acidité où c'est pas très clair sur le sujet. Et je vais terminer sur le Touraine rosé avec quelques chiffres, quelques repères chiffrés. Aujourd'hui, le Touraine rosé, c'est environ 15 000 hectolitres produits par an. Donc ça représente environ 8% des volumes produits en appellation Touraine. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est des sorties de chais qui progressent vers le négoce et des ventes directes qui se tarissent, mais qui restent majoritaires. Des cours du vrac qui sont relativement stables. En 2020, le cours moyen du vrac était de 140 € l'hecto. Des prix consommateurs en grande distribution stables depuis 2017, autour de 4 € la bouteille. Et des exportations particulièrement dynamiques en 2019 et 2020. Voilà, un dynamisme qui risque d'être un peu freiné par la faible récolte à venir. Voilà pour mon introduction sur les rosés. Merci beaucoup Marie, ça nous éclaire un petit peu sur les attendus. Je vais rebondir sur ça bien sûr, tout en cohérence je pense. On ne s'est pas trop concerté mais ça devrait aller. Est-ce que vous avez d'abord des questions à Marie avant qu'on passe sur le côté plus technique? Tout était limpide, comme du rosé parfaitement clair, du Touraine rosé. Marie sera peut-être là. Ah, oui. Oui, est-ce qu'il y a des différences donc étudiées entre les rosés de Pressé, les rosés de Saignée, puisque dans le Val-de-Loire, non, j'ai pas d'études. Vous êtes plutôt de la Saignée, maintenant on se spécialise en faisant plutôt d'extraction, de la macération directement dans le pressoir. Donc il n'y a pas de données là-dessus. J'ai pas de données sur les techniques d'élaboration des rosés en pourcentage. De mon point de vue, comme ça, à vue d'œil, on serait de plus en plus sur des rosés de Pressé, hein, bien sûr, puisqu'on verra quand même que la qualité attendue, justement, est plus cohérente avec des rosés de Pressé qu'avec des rosés de Saignée. Donc à partir de là, la technique se choisit d'elle-même. Mais voilà, on n'a pas d'études et on n'a pas de chiffrage. Le consommateur n'a pas connaissance de ça. Pas du tout. Non, non. Et même nous, les œnologues, parfois, on reçoit des rosés. On ne sait pas si ce sont des rosés de Pressé ou des rosés de macération avec Saignée. C'est juste des fois les couleurs, les structures qui nous font dire que c'est peut-être issu de ci ou de ça, mais on n'a pas d'études. Mais je pense qu'on est sur une majorité de Pressé aujourd'hui. Hein. Enfin, voilà. Ok, merci Marie. Comme tu veux, ou comme tu le sens. Moi j'ai peut-être bougé, moi j'aime pas être statique. Donc, moi, je vais rebondir un petit peu. Alors, on l'a intitulé cette présentation « Le rosé sous toutes ses couleurs », mais il n'y a pas que la couleur, hein, il y a aussi le profil, il y a aussi l'équilibre. Donc, je vais faire un petit point. Alors, ça pourrait tenir sur une journée complète. Hein, je vais essayer d'être rapide. Et de toute façon, on est là pour compléter, au-delà de l'intervention, si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Donc, je remercie Laura et Valentine, entre autres, dans mon équipe, qui m'ont aidé à préparer cette présentation. J'ai l'honneur de la présenter, mais le travail derrière est un travail d'équipe. Alors, la première chose, donc il y a plusieurs grandes phases. On va y aller par étapes, jusqu'à la conservation et jusqu'au conditionnement. La première chose, c'est d'abord récolter à bonne maturité. Ça coule de source, mais il faut se le redire. On a quand même eu, alors cette année, je ne sais pas encore, mais depuis 2 ans, c'est quand même une problématique. Hein. On s'est fait piéger sur la maturation de nos raisins. Donc la première chose, c'est qu'un rosé, il devrait être récolté maximum à 12,5-13. Et encore, je suis gentille quand je dis ça, ça serait plutôt 11,5-12, hein, que ce serait peut-être plus facile. Donc ça, c'est un point essentiel pour ne pas avoir la perception de chaleur alcoolique en dégustation sur nos rosés. L'acidité totale, on l'a vu, ils veulent des rosés rafraîchissants. Donc il faut qu'elle soit à minima à 3,5, 4. Voilà, on a eu des choses beaucoup moins acides que ça depuis 2 ans. Et on verra que d'abord, 1, sur le profil aromatique, ça joue énormément. Et 2, sur l'évolution du rosé en tant que tel, sur la conservation du rosé, c'est aussi important d'avoir un minimum d'acidité totale.
Il y a une petite faute. Ensuite, un troisième point, c'est de laisser peut-être quelques sucres fermentés cibles, parce qu'on a bien vu, Marie nous l'a dit, ils ne savent pas trop si c'est sucré, pas sucré, mais en tout cas, ils veulent quelque chose de tendre, souvent sec mais tendre. Donc la nuance, elle est ric et rac, et de toute façon, vos cahiers des charges locaux, Rosé de Loire, Cheverny, etc., sont dans cette gamme-là. Mais le sec, 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 zéro n'est peut-être pas conseillé, surtout si on a de l'acidité qui est un petit peu élevée. Voilà, donc c'est juste ça, c'est d'arriver à rééquilibrer les teneurs en sucre résiduel et cette acidité. Et puis, quelque chose d'important, c'est aussi la maturité phénolique qui doit être atteinte, mais phénolique et aromatique, j'aurais envie de préciser, qu'il faudrait qu'on puisse garder du fruit frais à la dégustation sur les raisins. Pas de végétal, donc pas assez mûr, c'est pas bon non plus, parce que le côté végétal, notamment sur des rosés de Cabernet, c'est très désagréable. Et puis, pas non plus dans le fruit compoté, comme on a malheureusement depuis 1 an ou 2, là, c'est un peu compliqué. On n'est pas sur le profil aromatique attendu du consommateur. Donc ça, c'est les grands points de la récolte, les 4 grands points qu'il faut avoir en tête quand on fait du rosé. Alors ensuite, on a une deuxième phase, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la bonne date de récolte, il va falloir qu'on optimise un petit peu l'extraction et la macération. Il y a quelques points qui sont importants. L'idée, c'est d'extraire un maximum de volume qualitatif en un minimum de temps. Le rosé, c'est un peu une course contre la montre, donc c'est beaucoup plus important même pour moi que sur blanc. Donc c'est pour ça que je souhaitais aborder ce thème aujourd'hui avec vous. Première chose, c'est d'essayer d'abaisser la température, surtout avec les dates de récolte qu'on avait depuis 2 ans, là, les dates de récolte très précoces dans l'été, voilà, il fait chaud, donc à nous de nous organiser pour baisser la température. Réduire la trituration de la vendange, ça on le répète depuis 50 ans, mais bon, c'est toujours vrai. Extraire rapidement, et pourquoi? Surtout pour tout ça, pour limiter un peu les oxydations. Donc là, il y a un petit graphe qui vous montre un petit peu l'évolution de la couleur rouge, donc la DO 520, en fonction de la température. La droite rouge, c'est une macération à 18 degrés, celle d'en bas à 12 degrés, et en fonction de la durée en heures. Donc on voit très bien que la couleur rouge est beaucoup plus intense rapidement à 18 degrés qu'à 12 degrés. Donc à 12 degrés, on maintient une différence, on maintient un niveau de couleur rouge satisfaisant. Donc voilà, on a un petit peu une idée comme ça de la température à laquelle il faut pouvoir ramasser et tenir nos raisins. Donc, ce sont des chiffres issus d'un webinaire de l'IFV du Centre du Rosé. Deuxième chose, ah oui, ma diapo elle est inversée. Alors attendez. On va passer sur... un petit mélange de... Bon, c'est pas grave. Donc la sélection des jus. Je vais vous parler du pressurage après précisément. Il faut qu'on fasse attention entre les jus de goutte, les jus de presse. Je ne vous parle pas des jus de fond de benne non plus, qui ne sont pas forcément les meilleurs non plus, évidemment. En tout cas, les premiers jus de goutte, ce sont ceux qui ont le plus de soufre. Donc ceux-là peuvent nous poser des problèmes, notamment en termes de difficulté de fermentation alcoolique, mais aussi en termes d'indicateurs de couleur, puisque comme ils ont plus de soufre, ils sont un peu décolorés et ça peut être trompeur ensuite dans notre assemblage de vinification. Donc faire attention sur ces jus de goutte quand même qui sont un peu trompeurs. Les jus de presse, vous les connaissez tous en rosé, ils sont souvent beaucoup plus colorés et ils ont un pH plus haut, c'est-à-dire qu'on a moins d'acide. Donc pareil, on a des jus très très différents sur des jus de presse que sur des jus de goutte, et en plus avec les jus de fond de benne. Donc il faudra qu'on gère au moins ces 2 jus-là de façon différente. Bon, ça je ne vais pas y revenir, Marie l'a dit. Juste pour identifier un petit peu les couleurs, Marie nous a parlé de rose clair. Les roses clairs, donc ça c'est issu aussi d'un travail en Provence. Vous voyez que la majorité des rosés, on a à peu près 60% ici, sont dans des couleurs plutôt rose clair, et surtout pas plus foncées ou un peu orangé, gris comme ça. Donc ça, c'est l'optimum de ce qu'il faudrait pouvoir avoir en couleur. Donc voilà les conditions de pressurage du coup pour arriver à ce qu'on a dit tout à l'heure.
Il est préconisé, et ça c'est pareil, c'est toujours le Centre du Rosé qui nous le dit, hein, suite à plusieurs études, de procéder à un cycle séquentiel par rapport à un cycle automatique du pressurage. Donc pourquoi ? Parce qu'on a des pH qui sont d'abord plus bas, on a des concentrations du coup d'acidité un petit peu plus élevées et surtout des indices polyphénolyques totaux, des valeurs d'absorbance de couleur beaucoup plus faibles que dans les cycles automatiques. Il est recommandé aussi de procéder à des pressurages avec des pressions maximum de 1,5, 2, c'est vraiment le grand maximum. Très peu de rebêchage, 2, 3, grand maximum. En tout cas, l'idée, c'est de presser plutôt avec ces fonctions-là de vos pressoirs, tout en ayant, pourquoi pas, mis en amont des enzymes qui permettent du coup d'extraire plus rapidement sans avoir à presser fort. Donc l'enzymage, on hésite à le faire sur les rosés, on a toujours peur que ça extrait plus, hein, la couleur, les tanins, etc. Mais au contraire, il faut revenir sur l'enzymage au pressurage, puisque ça permettra de presser moins fort. Donc on aura tendance cette année à vouloir presser fort pour sortir du jus, on n'en a pas beaucoup, donc je sais, ça donne envie de tirer la dernière goutte, mais franchement, voilà, on a vu tout à l'heure, il faudra d'abord séparer ces fins de presse, on va voir après comment on les travaille, mais travaillez sur les enzymes aussi, revenez aux enzymes. Même nous, les œnologues, on a déconseillé parfois l'enzymage sur rosé au pressoir, revenez sur de l'enzymage, voilà, premier conseil important. Alors le collage, une fois qu'on a nos jus de gouttes, nos jus de presse qu'il faut séparer, hein, ça c'est indéniable, on va les travailler. Donc ça c'est aussi une étude du Centre du Rosé. C'est beaucoup appuyé sur leurs travaux, hein, ils sont quand même très en avance sur cette thématique-là. Ils ont testé ici plein de produits différents que vous connaissez tous un par un, patatine, gélatine, tout ce qui est dérivé de levure, PVPP, charbon, protéines de pois, caséine, il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu, mais elle est là quand même, la bentonite, voilà, donc différents produits. Et sur l'ordonnée du graphe, on voit le pourcentage d'intensité colorante qui reste par rapport aux témoins. D'accord ? Tout le monde a compris le principe. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe que quand on colle des jus avec les différents produits, certains sont quand même plus efficaces que d'autres. La patatine arrive en tête, c'est-à-dire que c'est elle qui décolorerait le plus, puisqu'on perd 40% de l'intensité colorante de départ. La gélatine est quand même intéressante, donc peu utilisée en collage dans la région quand même sur mou, hein. Donc à réfléchir. PVPP, très utilisé, évidemment. Le charbon, alors le charbon, attention au cahier des charges, hein. Vous n'avez que 2 cahiers des charges d'AOP chez nous qui ont l'autorisation du charbon. Le Touraine depuis peu, mais attention, il y a des limites de quantité de charbon à mettre et des quantités de volume de production à traiter au charbon. Donc il y a 2 critères. Pareil sur le Vendômois, mais pas avec les mêmes pourcentages. Donc voilà. Les autres, aujourd'hui, sont interdits. On n'a pas le droit d'utiliser du charbon sur les autres appellations. Je vous parle d'AOP. Protéines, tout ce qui est à base de protéines de pois, on voit qu'on a quand même un résultat, mais on est à peu près entre 15 et 20% d'efficacité seulement. Voilà. Caséine, qui fonctionne aussi dans les mêmes niveaux, mais caséine est un allergène. À terme, c'est un produit qui semblerait va disparaître, un peu comme la PVPP. Hein. À l'avenir, il y a des chances qu'on n'ait plus le droit d'autoriser ces produits-là. La bentonite, qui n'est pas très efficace, hein, vous voyez. Donc ça enlève un petit peu un mythe, comme quoi la bentonite absorbe beaucoup la couleur. Bon, ben voilà, ça ne fonctionne pas terrible. Et les dérivés de levure qui sont quasi pas efficaces. Alors, ce que vous trouvez dans le commerce, ce sont parfois des produits combinés. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Je ne vais pas nommer les marques, mais dans certaines marques, vous avez du pois PVPP, vous avez patatine, je les ai notés quand même parce qu'il y en a plein, patatine PVPP, on retrouve des gélatines plus colle de poisson. Il y en a qui associent 3 produits, pois, PVPP, bentonite. Voilà. Donc on retrouve des produits combinés qui du coup donnent des résultats pas forcément beaucoup plus marqués que cela, mais en tout cas ça améliore toujours un petit peu l'activité d'un produit unique.
Voilà, donc ça donne une idée un petit peu de l'efficacité des choses. Vous avez des questions là-dessus? Non? Alors, les quantités à utiliser de tous ces produits sont à gérer en fonction de la problématique. Couleur, structure tannique, phénomène d'oxydation, etc. Donc, il n'y a pas de dose miracle comme ça. Je ne peux pas vous donner la recette aujourd'hui pile poil. Ça permet quand même de gérer ces intrants. Ensuite, il y a le problème de la... Alors, on passe la vinification, hein, température, levure, voilà, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ce qui est important ensuite, c'est la conservation des vins. Quel que soit le cépage ou le millésime, la couleur évolue avec le temps. Ça, vous vous en êtes aperçu, c'est une vérité de la palisse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette évolution? Le SO2, il diminue peu à peu, ça c'est aussi inévitable. Et du coup, la couleur rouge réapparaît et les nuances orange aussi ont tendance à augmenter un petit peu sur nos vins. On a aussi un problème sur l'aromatique. Les esters ont tendance à disparaître. Le côté bonbon anglais, ça on l'observe très rapidement. Hein. Dans les premiers mois, parfois, on a une chute de cette note bonbon anglais. Le côté fruits frais aussi. Et puis, par contre, viennent se rajouter les notes de fruits mûrs, empyreumatique. Voilà, on tombe dans des profils complètement différents qui ne sont pas forcément attendus par le consommateur tel qu'on l'a vu avec Marie. Alors, les bonnes pratiques de stockage. 4 grands leviers pour stocker correctement un rosé. On a d'abord les lits fines. Garder des lits fines. Donc, vous avez le détail un petit peu dans le livret. Hein. Là, je vous ai fait une petite synthèse. Les lits fines permettent à la fois de garder un milieu réducteur, un peu plus réducteur. Alors attention de ne pas tomber dans la réduction. On garde un milieu réducteur, c'est-à-dire qu'on évite les phénomènes oxydatifs trop rapides. Les lits fines ont tendance à absorber un petit peu la couleur. Alors on ne va pas perdre 20% de couleur à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, c'est un limiteur de tendance à rougir un petit peu. Donc les lits fines, très intéressantes. Le CO2, pareil, quand vous sortez de vinification et en élevage, essayez de garder le maximum de CO2. On ne dégaze pas un rosé si on veut le conserver en cuve. Pourquoi? Pareil, même phénomène, limiter les oxydations et la dissolution de l'oxygène. Un point très important aussi, la température. Donc la température, plus elle est fraîche, plus on maintient notre rosé en pleine forme, que ce soit la couleur ou le profil aromatique. Et 4e levier, SO2, donc on a tendance à en mettre de moins en moins, hein, ça c'est une tendance aussi, c'est une attente du consommateur, malgré tout, il veut des choses très fraîches, mais il ne veut pas trop de SO2 non plus. Donc le SO2 à gérer, ne jamais le laisser descendre trop bas, le SO2 libre, puisqu'on va tomber sur du phénomène oxydatif, mais pas non plus le mettre trop haut, puisqu'on peut avoir des problèmes de réduction et on peut avoir aussi visuellement sur la couleur un effet un petit peu pâlissant ou jaunissant. Donc il faut faire attention au SO2 trop élevé. Donc tout ça, c'est un équilibre à trouver. Donc là, on était en cuve. En bouteille. En bouteille, une étude toujours du Centre du Rosé qui nous montre un petit peu, et ça, on n'en est pas toujours conscient, de la diminution du soufre après la mise bouteille. Donc on a une chute très très rapide, voilà, parce que là, la ligne totale est sur 4 ou 5 mois. Donc là, on est sur à peine 3 semaines, 1 mois. La chute du SO2 et après la stabilisation de ce SO2 libre dans nos bouteilles. Évidemment, plus c'est fort, plus on reste fort quand même. D'accord ? On ne redescend pas au niveau le plus bas. Les courbes sont assez parallèles, tout en restant dans cette diminution forte au départ. Le Centre du Rosé part d'un SO2 libre à la mise à 25 en libre. Chez nous, on est un petit peu minimum quand on met 25, hein, je dirais, sur du rosé. On a tendance à faire sulfiter un petit peu plus fort. Donc voilà, pourquoi pas revoir aussi cet élément-là. Il faudrait qu'on fasse des essais hein, très réellement sur ce sujet-là. Ils sont sur 25, ils considèrent que c'est fort. Et le faible, pour eux, c'est 15.
Quand vous mettez 15 en soufre libre, vous descendez très rapidement à des valeurs en dessous de 5, hein, c'est-à-dire rien, quoi. Donc là, l'évolution du vin va forcément être plus rapide. Deuxième point important en bouteille, c'est la gestion de l'oxygène. 3 sources d'oxygène quand on a une mise en bouteille. L'oxygène dissous, tout en haut, qui est celui qui est déjà dans le vin au départ à la mise, ou vraiment au dernier moment, quoi, hein, avec la filtration réalisée, etc., la mise en bouteille faite. Donc c'est l'oxygène dissous qui ne doit jamais être trop élevé. L'idéal est d'être en dessous de 0,5. Très peu de personnes mesurent l'oxygène dissous aujourd'hui au moment des mises. Certains metteurs en bouteille commencent à le faire. C'est intéressant. Ça leur permet de travailler aussi sur leur groupe, voir où éventuellement il y a de la prise d'oxygène. L'oxygène de l'espace de tête, donc pareil, c'est un oxygène qui au fur et à mesure va se dissoudre dans le vin. Donc si on peut faire de l'inertage à ce niveau-là, eh ben, c'est encore ça de gagner. Donc attention à cet oxygène d'espace de tête. Et la perméabilité de l'obturateur. Donc là, vaste débat aussi. On va voir, on a quelques éléments pour vous aider à réfléchir et à choisir l'obturateur du rosé. Donc l'oxygène, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il déprécie la qualité du vin. Il diminue les notes d'agrumes, d'exotique et de bonbons anglais. Donc c'est une évolution un peu plus rapide, hein. Cette évolution, on la connaît, mais elle est un peu plus rapide si on a trop d'oxygène. Et on augmente les notes d'épices et de fruits compotés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les arômes après 1 an en bouteille, toujours issu de la même étude? Alors, tout ce qui est bonbons anglais, on l'a dit, on a une chute de 80% quand même mesurée. Donc, après 1 an, vous voyez, c'est énorme, hein, on est d'accord? Et on a aussi une chute importante de la note rose, la bêta-damascénone, qui chute aussi de 86%. Ces deux éléments, l'un avec l'autre, sont des éléments très importants sur le profil aromatique de nos rosés habituellement. Et qu'est-ce qui augmente? Du coup, les notes un petit peu miel et les notes d'ananas. Alors, comme ça paraît sympathique, hein, ces notes-là, parce qu'on les aime aussi. Hein, ce ne sont pas des notes négatives, mais en tout cas, elles sont opposées un petit peu au profil qu'on vinifie et qu'on attend pour notre consommateur. Et puis, les notes pamplemousse, agrumes, fruits exotiques diminuent aussi assez rapidement et encore plus vite avec un obturateur très perméable. Alors, les phénomènes de réduction. Là, je ne vous apprends rien. Par contre, c'est important d'en prendre conscience pour le choix de l'obturateur. Quand on prend un obturateur moins perméable, on sait que les vins vont être peut-être un petit peu réduits pendant 1 an. Et après, ils vont être de meilleure qualité à partir de 1 an et demi, 2 ans. Donc, si vous avez, vous, un objectif de commercialisation au-delà de l'année, certainement qu'il faut prévoir quelque chose de pas trop perméable. D'accord ? Par contre, si vous avez un objectif de commercialisation de vos bouteilles dans l'année, donc inférieur à 12 mois, il faut partir sur un obturateur très perméable parce que le vin va être moins réduit et plus ouvert au niveau aromatique. Donc c'est aussi ça qui doit vous faire choisir votre obturateur. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, le choix de l'obturateur soit étudié à chaque cas, dans chaque cas. Nous-mêmes, les œnologues, on n'a peut-être pas ce conseil non plus suffisant toujours avec vous. On ne vous accompagne pas toujours assez jusqu'à la mise en conditionnement. Voilà, ça on en est très conscient. On a les compétences, mais c'est des actions sur lesquelles on ne nous fait pas appel. Donc peut-être à progresser ensemble sur ce sujet-là. Alors, la question qui s'est posée, là, notamment après l'épisode de gel, est-ce que je dois garder les vins en vrac en cuve? Est-ce que je dois faire du tiré-bouché pour les garder en bouteille? Voilà, ça c'est quelques éléments. Après 1 an en cuve ou en bouteille, donc des comparaisons vraiment du même vin en cuve et les mêmes en bouteille. La modalité en cuve, elle a une couleur un petit peu moins jaune, d'accord ? Le vieillissement, du coup, a été ralenti, très certainement par le phénomène CO2, l'IFIN, etc.
donc la modalité en bouteille. Et sur l'aromatique, par contre, il n'y avait pas un gros écart, mais ce sont plutôt les effets température, parce qu'ils ont fait aussi des essais à différentes températures. Et c'est plus la température de conservation qui joue sur l'aromatique que finalement le fait qu'il soit en cuve ou en bouteille. Donc là, on revient sur une température fraîche, entre 10-12 degrés, on est bien. Voilà, donc ça peut être surprenant aussi. Voilà, ça c'est le résumé, on ne va pas y revenir. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est un balayage assez rapide, mais... Oui. Moi, je me posais une question par rapport à cette notion de rosé sucré. Quand on parlait au départ, évidemment, le consommateur serait plus orienté vers des rosés sucrés. Mais lorsqu'on regarde en fait, le type de consommation plus global, je ne parle pas que du vin, en fait, les gens ils veulent du sucré mais sans sucre. C'est un peu ça, ouais. Et donc, je me posais la question par rapport au rosé, est-ce que cette stratégie de rosé sucré n'est pas à réfléchir par rapport à cette notion de sucrosité et plutôt essayer de mettre en place des choses qui apportent de la sucrosité plutôt que de laisser des sucres parmi les cibles? Alors, effectivement, parce qu'en plus, ils disent qu'ils veulent des vins secs, quand même, quand tu leur poses la question. Alors, ça leur être assez confus. Donc, il y a confusion, effectivement, entre le sucré et la sucrosité, et l'équilibre des deux acidités, sucrosité aussi. Hein, donc, c'est un truc à trois voies. On va travailler cette année un petit peu plus avec tout ce qui est tanin et éventuellement copeaux sur le rosé. C'est beaucoup utilisé dans le sud. Et effectivement, on doit pouvoir apporter, quand on ne l'a pas naturellement, hein, si on l'a, on ne fait pas de chimie hein, dans le vin, on évite. Mais si on ne l'a pas, on peut peut-être ramener un peu de sucrosité aussi avec ces aimants-là. On a l'équilibre, effectivement, sucrosité-acidité. Donc, il faut quand même, je pense, moi, un petit peu de sucre réducteur. Ne jamais tomber à zéro sur un rosé. Hein, ça donne des éléments un peu d'amertume en plus, tout ça. Enfin, c'est un peu plus tannique, voilà. Et l'acidité qui doit être là, mais pas trop là. Et un minimum quand même, c'est là où tout est savant, pour équilibrer cette sucrosité. Mais effectivement, tu parles bien de sucrosité, et c'est intéressant. Peut-être qu'avec de la manoprotéine aussi, on peut ramener des éléments pour ramener un petit peu de volume, un petit peu de sucrosité, et non pas de sucre. Hein. Je ne pense pas, de toute façon, que les cahiers des charges évoluent sur des vins sucrés en rosé chez nous. Ce n'est pas l'objectif, et puis ce n'est pas forcément ce que le consommateur attend. On peut faire des vins de pays ou des vins de France hein, pour faire des rosés sucrés si on a envie. Je crois qu'il faut garder cette typicité-là, mais en la travaillant avec peut-être d'autres paramètres. Oui, je suis tout à fait. Tu parlais aussi d'élevage sur lit. Apparemment, il y a des études sur rouge, sur rouge, qui montrent que justement, des élevages sur lit peuvent aussi apporter une certaine sucrosité. C'est comme sur... on fait des élevages sur lit, sur blanc et sur rouge, chez nous pas trop en plus hein, déjà. Mais sur blanc, on en fait quand même depuis quelques années. Enfin, les chenonceaux, par exemple, doivent être élevés sur lit. Le rosé bénéficie de toute façon des mêmes effets sur lit fine, mais il faut les gérer aussi. Hein. Voilà, il faut les surveiller. Enfin, sur lit, c'est un travail de surveillance un petit peu plus poussé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, parfait. Eh bien, je vous propose de passer à la suite. Donc on va accueillir le programme Vinodrone